All right, we're back. Nous sommes de retour pour un podcast édition 2026 avec le groupe Saad Avila. On avait fait ça auparavant, juste jaser de tout Ça pis de fait un rien. petit bout qu'on l'a pas De fait tout pis de encore. rien, mais l'immobilier, exact. Ouais, fait que c'est ça, on va jaser d'immobilier aujourd'hui un peu. Euh, je pense qu'on va commencer avec un petit recap de l'année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé, comment que le marché a évolué depuis. Fait que, yeah, you can start ahead, man. Ouais, ben je te dirais, Ali, tu peux commencer. Vous autres, Carlos et Ali spécialisent énormément dans le volet résidentiel de l'équipe. Alors, cette année, on est aidé probablement proche de presque 100 familles, là, comme en moyenne à chaque année depuis notre existence, puis depuis que nos opérations. Alors, dans le volet maison, acheteur-vendeur, c'est quoi le sentiment? Est-ce que le marché est en feu? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs? Y a-t-il beaucoup de vendeurs? Est-ce que c'est dans toutes les gammes de prix? Les dernières vidéos qu'on faisait, on parlait de surenchère COVID. On avait des line-up de maisons, 15-20 personnes qui s'enlignaient en avant des maisons les années 2021-2022. Et puis, on recevait des offres d'achat à 100-200 000 de plus que le prix demandé. Alors, est-ce que c'est encore comme ça? Comment se comporte le marché et le comportement des consommateurs? C'est pas une question, c'est plus comme dans la pandémie. C'est Ok. plus la folie. Comme tu disais dans le temps, on vivait dans des moments C'était un temps spécial. on là. vivait C'était dans des vraiment moments où est-ce spécial. que c'était on mettait une maison à vendre, puis on recevait une trentaine, des fois une quarantaine de visites, puis facilement 10 offres dessus. Ouais. Je dirais maintenant, c'est vraiment plus équilibré. On a vu une augmentation d'inventaire, surtout sur le marché comparativement aux autres années. Donc, ça donne du choix aux acheteurs. Mais les ventes se faisaient quand même. On a quand même eu beaucoup de ventes. L'année passée, si tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de courtiers qui ont du succès. On a aidé plus qu'une centaine de familles l'année passée juste dans notre volet résidentiel. Et puis, il y a d'autres équipes qui performent énormément. Donc, les transactions, puis le volume des transactions, ils sont présents dans la région. C'est pas mort, là. Le volume Non. continue, les maisons se vendent encore. Je pense qu'on peut être tous d'accord par contre que le pricing est super important. Ouais. Surtout Exact. plus que le temps avance, là. On a réalisé ça au cours de l'année que tu affiches un petit peu plus haut comme que ça pouvait arriver dans le temps, puis ça stagne, là. Ça prend un petit peu plus de temps. Par contre, ça bouge encore. Exact. Les acheteurs sont là. Il faut que, comme qu'on faisait auparavant, le marketing est important pour toutes les propriétés. Le staging, les photos, tout ça, mais c'est vraiment le prix qui va déterminer comment que ça va bouger Ouais. sur la propriété. Je le voyais l'année passée où est-ce que on suggère toujours trois prix à nos clients, dépendamment de leur situation. Si c'est en situation d'urgence, bien, on va se positionner dans une gamme de prix plus urgent. Actuellement, on est plus dans le milieu. Nous, on appelle ça le prix optimal. Puis, quand on le mettait un petit peu plus, on inscrivait les propriétés plus haut qu'on voyait dans les comparables, de 5 000 même, ça pouvait faire une différence de est-ce que j'avais des visites le premier week-end ou deux. Puis, question pour vous autres, ça rentre un petit peu là-dedans, mais c'est quoi maintenant un délai normal pour vendre une maison qui est affichée au bon prix? Si on se rappelle de la pandémie, mais on vendait des choses en 72 heures, c'était pas trop Ouais. normal. Mais maintenant, là, ça ressemble à quoi un délai normal? Un vendeur, on le rencontre, puis il met la maison au très bon prix. Combien d'acheteurs qu'on peut s'attendre à rentrer en visite et combien de jours que ça peut prendre pour que la maison se vende? C'est une bonne question. Ben, ça dépend du produit. Ça dépend du produit. Je sais Ça pas si dépend tu du veux. produit, mais si c'est bien, si la maison est bien affichée, la mise en marché a bien été faite par le courtier. Moi, je pense qu'en moyenne, en tout cas de ceux qu'on a vécu récemment, ça va être de 1 à 2 semaines. Ouais. Habituellement, tu as de l'activité puis tu as une offre d'achat qui est potable sur la table. Il y en a d'autres que ça prend un peu plus de temps, mais je pense que je Ouais, dirais en moyenne 2 semaines quand présentement. on s'assoit avec nos clients, on essaie de gérer leurs attentes. Puis notre but, c'est d'avoir des résultats. Right? Donc, essayer d'avoir une promesse d'achat pour nos clients le premier week-end ou deux. Si toute la formule se passe bien, le premier week-end ou deux, on devrait avoir une offre sur la propriété. Là, pour répondre à ta question, il y a combien d'acheteurs qui rentrent? Ça peut fluctuer maintenant, mais je te dirais un bon listing, comme un bon roulement ou un momentum sur un listing,
je m'attends à avoir 5 à 7 visites le premier week-end. Sinon le deuxième, right? Donc, Ça, c'est bien affiché. c'est bien Au bon affiché. prix. Puis Si on maintenant, sur affiche un peu plus Centris, haut. quand on regarde des fiches, quand on regarde les comparables avec les clients, il y a deux métriques sur Centris. Maintenant, c'est la journée que on a accepté une promesse d'achat, puis la journée des relevés de conditions que ça a été officiellement Ouais. vendu. Donc, on est capable de regarder dans les statistiques, bien, ça a pris combien de temps pour, si je vends une maison à Elmer dans le secteur Rivermead, on peut faire maintenant avec l'artificiel, le AI. Si je regarde, OK, j'ai une centaine de comparables, mais combien de temps ça leur a pris pour accepter une offre en moyenne, puis jusqu'à la date de relevé de conditions. Ouais. J'ai pas les chiffres exacts en face de moi, mais je pense qu'on a des statistiques. Ouais, mais tu sais, ce que je comprends, puis tu sais, moi aussi, je vois ça en même temps que vous autres, c'est ça prend pas un an à vendre une maison. C'est quand même un marché de vendeurs dans toutes les gammes de prix. De vendeurs, mais c'est plus équilibré maintenant. Ouais, mais Je- dans le sens qu'il n'y a pas 25 semi-détachés à vendre sur la même rue. OK? Non. Mais alors, nous, quand on regarde les statistiques, puis quand on regarde tu sais, les consommateurs, les acheteurs, tu sais, c'est redevenu un marché normal. Tu sais, moi, Ça, quand j'ai c'est commencé vraiment en plus équilibré. 2014-2015, ben, moi, j'avais des acheteurs qui pouvaient visiter 50 maisons avant de faire une offre d'achat. Vous n'avez pas trop connu ça, là, parce que vous avez commencé un petit peu après. Mais tu sais, faire 50 visites avec 10 acheteurs, c'était quand même épuisant. Alors, ils pouvaient choisir et prendre son temps parce qu'il y avait de l'inventaire à pu finir. Mhm. OK? Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Là. On ne peut pas lui proposer 50 maisons. Des fois, il en visite 4-5, puis il attend jusqu'à temps que la bonne arrive. Puis quand la bonne arrive, mais ils vont faire leur offre d'achat. Ils vont déposer une offre. Ça va prendre 2 semaines, qu'on voit moins 2-3 semaines pour avoir une offre d'achat acceptée. Une autre semaine ou 2 pour relever les conditions. Une maison bien pricée peut se vendre en 30 jours. C'est ça. C'est 100%. ce qu'on regarde, c'est ce que moi je pense aussi. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de questions de mes clients quand je les croise à l'épicerie ou je prends un café, etc. Puis on est dans un restaurant. Justement, là. on est au Jimmy's ici à Elmer. Oui, exact, un restaurant à Gatineau. Alors, tu sais, ils me demandent tout le temps, est-ce que le marché est ralenti, est-ce qu'il est chaud, est-ce que les prix vont baisser parce que l'immobilier est bien trop cher et puis, tu sais, le gouvernement coupe des postes. Alors, ils me demandent toujours ces mêmes questions-là, mais ça vient aux fundamentals du marché. Je veux dire, il va stagner. C'est l'offre et la demande. C'est Ça sûr. revient toujours avec l'offre et la demande. C'est sûr qu'il y a un petit peu d'incertitude qui embarque avec tout le monde, situation d'économie, mais Ouais. on vit dans une ville Je de pense fonction qu'on publique. Exactement. Et puis, il va y avoir beaucoup de coupures, mais on le voit, dans la nouvelle année, ça bouge quand même dans le marché. Nous, on revient de vacances, même la première semaine de janvier, des acheteurs me textaient pour se préparer Ouais. pour le printemps. Des vendeurs nous posent des questions pour la valeur de leur propriété. Ils sont quand même proactifs. Ouais. Puis, Je pense il y qu'il y a a une- du mouvement. 100%. Je pense qu'il y a une grande gamme d'acheteurs, du moins qui nous contactent, qui voient le positif du marché immobilier présentement, où ce que je pense qu'on arrive à un stade où ce que c'est plus stable, vraiment plus que ça l'a été durant la COVID puis justement les années folles. Là. Comme qu'il y en a plein aussi, justement, comme Abbas parlait, qu'on rencontre des gens à l'épicerie ou un café ou peu importe, qui est Comment ça c'est va le totalement marché? l'inverse. Comment ça va le marché? Hey, avec qu'est-ce qui se passe? C'est pas un bon temps d'acheter. Je devrais Ouais. pas acheter, je devrais attendre. Mais à le vivre à chaque jour, je pense pas qu'on est là. Non. Non, il va pas avoir un tout, crash. en fait. Il va pas avoir un C'est- gros crash. c'est comme ça? tu as dit, c'est Est-ce que le Exact. marché va crasher? Va-tu Non, crasher? tu sais, c'est l'offre et la demande. Regarde, oui, l'immigration a baissé, mais ils ne construisent pas assez de maisons pour le Ouais. nombre d'acheteurs qui viennent ici. On a encore beaucoup d'Ontariens qui viennent déménager à Elmer, à Gatineau, parce que les maisons sont plus abordables au Québec qu'en Ontario. Tu sais, un couple qui fait, tu sais, en moyenne, en bas de 150 000 par année, là, le sweet spot est de venir au Québec et vivre parce qu'ils sont pas en désavantage fiscal. Ils vont payer moins d'impôts, vivre au Québec. Puis ils vont avoir des garderies subventionnées. Même si les gens disent qu'il n'y a pas de place dans les garderies, il y a de la place Ça dans dépend. les garderies. Oui. Non, mais c'est Mais ça ça que dépend c'est. de la situation s'ils vont payer moins d'impôts aussi. Non. Moi, C'est sûr qu'ils payent moins d'impôts au Québec quand tu fais en bas de 150 000 par OK, année. ça Demande un fiscaliste, il dépend va le du faire. bracket. C'est pour ça qu'on a beaucoup de premiers acheteurs qui viennent ici, puis qui vont continuer à driver le marché. Alors, les gens qui pensent qu'à cause que ça coupe au gouvernement, puis que les gens ont moins de jobs et le marché va crasher, je ne penserais pas, parce qu'on a encore beaucoup d'acheteurs qui viennent
de l'Ontario au Québec ici, ils ne veulent plus être locataires, alors ils en profitent maintenant que les taux sont à la baisse. Il ne faut pas oublier que les taux sont à la baisse, stables, mais pas trop à la baisse comme avant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise maintenant de redevenir propriétaires et retomber sur le marché parce que les taux, ils sont en moyenne, exemple, 4% pour une hypothèque versus 7% il y a 2-3 ans quand le marché était un petit peu plus tranquille. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui déterminent ça, mais selon moi, le marché ne va pas diminuer, il est stabilisé et il va continuer à augmenter. C'est une couple de bons points que tu as amené. C'est sûr qu'il y a de l'opportunité pour certains acheteurs, dépendamment où est-ce qu'ils cherchent. C'est moins chaotique, c'est plus naturel comme processus pour un acheteur. Il faut juste gérer les attentes à tout le monde. Pour le point de les gens qui viennent de l'Ontario à ici, aussi, je pense que moi, je l'ai vécu avec plusieurs comme vendeurs potentiels que j'ai rencontrés l'année passée, qui veulent peut-être vendre cette année. Ils veulent en fait partir pour l'Ontario, pour des raisons dépendamment de leur tax bracket, mais surtout pour des médecins de famille. Ils ne sont pas capables d'avoir un médecin de famille ici. Ils sont à c'est une certaine démographie de gens, je te dirais, qui sont plus au-dessus de la cinquantaine. Donc, mais j'en ai vu une couple il faut qu'ils partent parce qu'ils ont besoin ils ne peuvent pas se trouver un médecin de famille ici. Donc, il y a des challenges avec tout le monde. C'est certain que les gens qui sont proches de la retraite puis qui ont un salaire beaucoup plus élevé puis qui pensent à leur santé, ils sortent du Québec. Ça, c'est un enjeu. Même les médecins ils partent. Exact. C'est ça. Ça t'en Ça dit nous gros. aide Là. pas. Il y a beaucoup de choses, les premiers achats, ils rentrent, mais ils repartent. Alors, à long terme, c'est pas super bénéfique pour nous. Mais bref. Passons au autre sujet, selon moi. Est-ce que vous avez vu, même quand c'est difficile à acheter, puis les gens ils disent, écoute, l'immobilier est un peu cher, est-ce que vous avez vu des gens faire des coups de circuit en, exemple, investissement, que ce soit des flips de duplex ou des flips de maison? Ça existe-tu encore, ces deals-là? J'ai beaucoup de gens qui me disent, écoute, c'est impossible, on n'est pas capable de trouver des deals, mais moi, j'en vois passer, puis je vois des jeunes être créatifs et faire des bons coups. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça de votre côté. Moi, je pense qu'on va te lancer la question, parce que tu baignes dans le commercial. Ouais. Tu en vois beaucoup plus que nous. Je vais répondre avant. Ouais, tu vas-y, first, puis moi, je vais renchérir. Je ne sais pas si tu peux faire des flips si tu trouves des propriétés sur MLS, à moins que c'est vraiment une propriété en détresse ou est-ce que ça a été extrêmement négligé puis c'est pas du monde qui veulent s'embarquer dans des grosses rénovations, mais there has to be a heavy discount on the property. Mais on voit certains de nos clients qui font beaucoup de prospection, ils achètent au privé et puis ils sont capables d'injecter un peu d'argent dedans puis on les aide à les vendre par la suite, mais ils trouvent plus la deal de leur côté, puis on les aide par la suite à vendre sur MLS. Mais ça arrive à l'occasion. Quand tu peux trouver une deal sur MLS, puis ça devient un flip, mais il y a des lois, des nouvelles lois d'impliquer là, pour les gains en capital. Je pense que tu l'as pour peut-être 6 à 12 mois. Je pense qu'on parle pour le flip puis le petit plex, le duplex ou autre que ça. Moi, j'en vois un peu moins personnellement, puis à base, on va pouvoir enchérir là-dessus, mais oui, effectivement, je pense que sur MLS, si on parle strictement de comme faire un gros d'argent, comme certaines personnes ont pu faire dans le passé, dans du flip de maison, c'est un peu plus difficile. C'est plus difficile, c'est sûr. Plus dur à trouver, en fait. Oui, mais les valeurs ils ont tellement augmenté depuis la pandémie. Je pense que les marges de profit sont plus serrées quand ils sont sur MLS. Dans le plex, à base, as-tu plus gros, là, on va dire? C'est ça, c'est une bonne... Moi, j'ai vu des bonnes deals passer sur MLS dans des duplex, triplex. Construction avant 2000. Héritage qu'on appelle maintenant, mais c'est drôle. Mais... Qu'est-ce qu'ils font avec héritage avant 2000? Il y en a qui sont vides, alors ils mettent des rénovations. Il y a exemple, ils peuvent acheter un triplex ou un duplex à 300 000, ils vont mettre 100 000 dedans, ils vont refinancer à 500 000, ils ont créé 100 000 en valeur. Ça se prend bien pour le premier investissement. Alors, si on répète ça 2-3 fois, on se ramasse avec un peu d'équité, puis là, on peut rentrer dans la game de multilogement qui est 5 logements et plus. Alors, je dirais que le triplex, quatreplex, construction 2015 et plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais on vend ça excessivement. J'ai vu un quatreplex se vendre à 1,2 million. Regarde, peu importe le prix, mais ça se vend excessivement cher. Je pense, je sais pas exactement ce qui se passe, mais je pense que j'ai mis le doigt là-dessus. C'est qu'il y a comme
une loi fiscale là, que certains investisseurs étrangers ont le droit de transiger des actifs qui sont des triplex ou des quadplex. Alors, on voit énormément d'argent de l'extérieur acheter des actifs de 3-4 logements et plus. Alors, moi, selon moi, c'est ça parce que... Faudrait qu'on regarde les actes de vente. Prochaine fois qu'on s'assoit ici, on va faire les Moi, je pense qu'on peut aller dans les actes de vente, là, puis on va aller live, puis on va aller voir qui achète ça parce que c'est du cash flow négatif. Moi, à chaque fois que je crunch un immeuble de 3-4 logements, mais même avec 30% de mise de fonds, ça fait pas de sens. Alors, pour quelqu'un qui veut faire du vrai rendement, mais c'est plus rentable aller à la bourse que s'acheter un triplex ou un quadplex en ce moment. Ouais. Alors, j'ai pas beaucoup de vrais acheteurs qui achètent ceux-là parce qu'ils vont l'acheter puis ils pourront rien faire avec cet actif-là dans le sens comme retirer leur mise de fonds pour en acheter un autre pour les prochains 5 ou 10 ans. Là, okay? Puis les loyers, ils s'en viennent un peu flat dans le neuf. T'sais, on a beaucoup de projets neufs que les loyers sont à la baisse comparativement à des plus vieux actifs. On peut augmenter les loyers assez facilement, mais on voit maintenant que les loyers, ils s'en viennent flat et ils sont à la baisse dans du construction neuve parce que on n'est pas capable avec beaucoup de gratuité, right? Ben, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas absorber autant d'unités, puis c'est pas comme juste ici en Outaouais, c'est partout au Québec, c'est en Ontario, c'est à Toronto, il y a des projets qui ont vraiment de la misère, il y en a qui passent sur le bord de la faillite là, dans des méga projets où des promoteurs ont fait un bet en 2020-2021 sur des loyers, des projections comme que ça allait tout le temps augmenter de 3 à 5% par année. Puis finalement, c'est un mauvais bet. Puis on construit à des prix puis des coûts plus élevés sur un loyer qui est finalement pas bon. Alors, qui n'est pas à la hausse. Pas à la hausse, alors les valeurs économiques ne sortent pas, les gens ils sont pris à injecter de l'argent dans leurs immeubles neufs. Alors, on voit que le party est solide fini dans du multilogement neuf. Alors, tous les acheteurs qu'on a vus là, faire un petit peu n'importe quoi là, de la pandémie, mais je n'y vois plus. J'ai pu, de 2021 à 2023, quand l'argent était gratuit à 1% d'intérêt. C'était des investisseurs mom and pop là, qui étaient, tout le monde était investisseur. Moi, je les appelais les weekend warriors. Là, les weekend warriors. Pour ça, mais c'est que tu pouvais faire n'importe quoi, puis même si tu faisais une erreur avec ton actif, mais le taux d'intérêt te protégeait. Parce que il y avait tout un cash flow en plus que les loyers augmentent. Ouais. Là, les loyers baissent un petit peu, les dépenses augmentent. Alors, si tu fais une petite affaire de pas correct, mais tu vas le sentir, puis ça va être direct dans tes poches que tu vas voir que tu n'as plus d'argent à la fin du mois. Puis surtout, quand on a du financement avec un amortissement de 50 ans, là, je veux dire, tu as un logement de vide, tu cash flow plus positivement. Bref, alors dans le multilogement, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Si je compare à 2022-2023, on pouvait avoir peut-être 15 acheteurs pour chaque actif quand on était pricé sur le marché. Maintenant, on a 1 ou 2 acheteurs. Donc, ça veut-tu dire qu'il y a plus d'opportunités pour les acheteurs qui sont, sont liquides? C'est drôle, comme il y a beaucoup de gens qui sont ultra liquides. On a beaucoup de gens qui ont refinancé leurs immeubles dans les derniers 3 à 5 ans, puis tout le monde est assis sur que j'appelle du dry powder, là. Mais personne transige tant que ça. Donc, ils veulent juste analyser, voir qu'est-ce qui se passe. On a des deals qui se passent, comme je veux dire, c'est juste de plus en plus difficile de faire la deal, comme faire du sens économiquement. Parce que le vendeur pense que ça vaut X. Exact. Moi, j'ai des vendeurs qui veulent un prix un petit peu plus élevé. On a des acheteurs qui veulent payer moins cher, qui est le cycle normal de l'achat, mais on a des loyers qui sont flat. Alors, tu sais, on est comme... On a des headwinds, qu'on appelle des challenges qui s'en viennent là-dedans. Sauf que, tu sais, la majorité du stock étranger en Outaouais, c'est du 6-8 logements. Ça, c'est facile. C'est pas comme des 200-300 unités. Non, on a eu des transactions dans ces eaux-là, mais pas énormément. Alors, on a beaucoup d'acheteurs qui essayent d'acheter du multilogement, mais on n'a pas beaucoup de stock. Alors, quand ça sort, bien, on a 1 ou 2 acheteurs qui va le faire, mais ça n'existe plus acheter, puis 6 mois après, refinancer, puis faire 200, 300, 400 000 de mise de fonds. Je le vois moins. C'est redevenu à la normale, où l'immobilier n'était pas supposé à être get rich quick. C'est buy and hold. Alors, tu achètes, tu travailles fort dans ton immeuble, tu bâtis une communauté avec tes locataires, puis ton exit était dans 20-25 ans. Alors, tu sais,
Donc ça retourne un peu, Ça un petit retourne peu plus dans ça. Je veux dire, voie-là. il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit hey, je veux acheter pas cher, je veux le refinancer dans 6 mois. Puis j'ai dit ça n'existe pas. Tu cherches quelque chose qui n'existe pas, alors il faut que tu places tes billes avec un rendement qui se compare un petit peu à la bourse, mais des gens qui veulent être plus actifs puis avoir être créatifs avec leurs impôts, etc. Ça, c'est pour ça puis qui veulent diversifier. Là. Ça, alors, OK. on a des acheteurs, mais le marché, il n'est pas à la baisse non plus dans le multilogement, il est juste stable. C'est stable. C'est vraiment C'est comme le marché résidentiel. Il est stable, il ne s'en va pas en explosion, il ne s'en va pas en descendant. Là, c'est comme, si tu veux faire un investissement actif qui est l'immobilier, tu as le choix de le faire. Si tu veux être passif, tu vas aller à la bourse. Ouais. Non, Un ou l'autre. c'est une bonne explication. Puis pour le multi, ça c'était bien, mais pour les condos, ça c'est une autre histoire. Les condos dans le volet résidentiel, ça c'est vraiment plus rough présentement. Je pense que le condo a comme sa classe à part, présentement. Là. 100%. On regarde les statistiques. 100%. Tout ça, Ouais, mais ben, allez sur Centris. Allez sur Centris. il y a beaucoup d'inventaire. Beaucoup Beaucoup d'inventaire. d'inventaire. L'inventaire Ouais, est- C'est ça. Mais tu sais, c'est une question de les condos qui avaient été mal gérés Ouais. pour, je sais pas, stabiliser Ben, les fonds de prévoyance. Tout ça, il y a des nouvelles lois qui ont passé en vigueur pour avoir X nombre d'argent dans certains comptes. Parlons de ça juste rapide parce que c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'il y a. Tu sais, peut-être donner une idée de. Qu'est-ce qui se passe avec les vieux immeubles condos qui ont des cotisations. Le monde ne sait pas c'est quoi, mais des cotisations spéciales à pu finir. Alors, tu sais, on va pas faire une heure là-dessus, mais juste rapidement. Mais il y a des immeubles en Outaouais qui sont comme ça, mais est-ce que l'inventaire est élevé parce que c'est des condos qui ont mal été gérés pendant 40 ans ou c'est juste qu'il y a tellement d'inventaire que les acheteurs, puis il y a moins d'acheteurs, c'est quoi un peu, puis mais c'est quoi la loi qui a passé avec les condos là, qui fait que certains ils vont juste jamais se vendre? Ouais, je pense qu'il y a une fraction des condos que c'est la cause du pourquoi ils ne se vendent pas. Les frais de condo, de un, sont plus élevés qu'avant, mais pour des raisons de mauvaise gestion souvent. Tu parles que cotisation spéciale. Une cotisation spéciale, entre guillemets, c'est juste quand il y a le fonds de prévoyance, quand le fonds de la bâtisse n'est pas suffisant, l'argent, il faut qu'il vienne de quelque part. Puis c'est souvent des propriétaires. Ça, on appelle ça une cotisation spéciale. C'est les propriétaires rajoutent de l'argent supplémentaire pour payer une réparation de, je sais pas moi, de balcon, de toiture, peu importe c'est quoi le problème. Fait que, oui, il y a une fraction des condos qu'on voit que c'est pour ça qu'ils se vendent pas, parce que ça a mal été géré pour plusieurs années. Puis là, ils sont en train de rattraper toute la mauvaise gestion, mais c'est les nouveaux propriétaires qui en écopent. Fait que, oui, de un, mais il y a aussi une grande gamme de condos que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, c'est simplement parce que le marché de condos est plus lent présentement. Puis, Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. il n'y a pas beaucoup d'acheteurs de condos, puis c'est triste parce que... Il y a quand même eu des bonnes ventes de condos, Ouais. comme je te dirais le premier puis deuxième trimestre de 2025, ça bougeait, puis ça s'est ralenti par la suite. Répondre à ta question, pour la loi qui a passé, peut-être qu'on peut regarder la loi par la suite, mais je pense que c'est une loi financière qui ont sorti au Québec, c'est la loi 141. Ça touche beaucoup d'aspects financiers, mais un de ces clauses dans ces lois-là, à dire, ça touchait le nombre de montants. Corrigez-moi si je me trompe, mais il fallait ouvrir un compte pour avoir le montant que ça coûte pour une franchise. Exemple, s'il y a un dégât dans un des condos, tu as deux types d'assurance. Donc, tu as l'assurance de ton habitation personnelle, mais tu as l'assurance pour le bâtiment elle-même que tous les copropriétaires payent pour. Exemple, s'il y a un bris dans un condo qui est causé dans la partie commune, bien, il y a une franchise, un déductible qui est payé. Exemple, si la déductible de ton assurance est 10 000 la loi stipule que tu dois avoir ce montant de déductible dans le compte. Donc, une autre raison pourquoi que les frais de condo ont augmenté pour renflouer les coffres au cas où qu'il y ait un sinistre ou un incident. Je vais vous donner un exemple comme ça. Là, je veux dire, il y a du monde qui ont construit des immeubles de condo en 1970, 1980, et puis les frais de condo ils étaient à 100 pendant 25 ans. Okay? Il y avait personne qui s'était autogéré. Okay? Mais il y a une piscine dans cet immeuble-là, il y a un ascenseur, puis il y a un stationnement intérieur qui a été peut-être mal construit. Mais on arrive en 2025, et puis il
il n'y avait pas de problème, mais l'ascenseur brise, la fondation a besoin de réparations majeures, et puis on a une facture qui s'élève, mettons, à 1 million pour 200 copropriétaires. Alors, tu sais, pour protéger les gens de les situations où tu as acheté un condo il y a 6 mois, puis là, aujourd'hui, le syndicat de copropriété vous donne une facture de 20 à 50 000 pour réparer la piscine, l'ascenseur qui était mal entretenu, parce qu'il reste 0 dans le fonds de prévoyance. Alors, cette loi-là, c'était probablement évidemment pour éviter le plus possible ces situations-là. Il impose maintenant des inspections de valeur de reconstruction, là. Alors, un inspecteur rentre là, et puis il va analyser le fonds de prévoyance, OK? Alors, combien d'argent qu'il y a dans le fond? Il va analyser les frais de condo, puis il va faire une projection de, bon, mais est-ce que la maintenance, exact, la toiture va être due dans 5 ans, les fenêtres dans 10 ans, etc. Puis il va faire une simulation de est-ce qu'il y a assez d'argent dans le fonds de prévoyance. Alors, avant, on ne faisait pas ça, c'était comme un peu le Wild West. Là, maintenant, mais... Il y a beaucoup de documents pour protéger les gens qui veulent s'embarquer dans un condo pour savoir c'est quoi la situation exacte. Qui est très positif, mais dans le sens qu'il y a juste un petit peu plus d'inventaire que d'acheteurs dans le condo, parce que des condos à 350 000, ben pour 100 000 de plus, tu peux t'acheter une maison. Si tu es dans le marché pour un condo, il y a de l'opportunité. Effectivement. Ça, il y en on peut négocier. On peut négocier, puis en tant qu'acheteur, qui peut, exemple, si tu es capable de négocier une bonne deal pour une chambre ou 2 chambres à coucher de condo, mais ça te revient moins cher au prix par porte que d'acheter un triplex ou un 6 logements. Oui, dépendamment de... Qu'est-ce que tu dirais au premier acheteur qui est en location présentement, qui a un loyer X, puis qui n'a pas nécessairement la liquidité ou la mise de fonds nécessaire pour acheter une maison, puis sa seule option, c'est le condo? Est-ce que tu penses qu'est-ce que tu lui dirais? Tu trouves-tu que c'est un bon move? Est-ce qu'il devrait attendre? Est-ce qu'il devrait... Non, c'est pas mauvais acheter un condo, mais il va mettre 5% de 300 000, mettons, pour un condo, mais il peut probablement trouver un duplex qui a besoin un peu d'amour pour le même prix, à 300 000, qui a besoin d'amour à 5% de mise de fonds. Alors, avec le propriétaire occupant, puis un autre locataire qui va payer son loyer, puis il peut augmenter la valeur plus facilement et plus élevée. Alors, moi, je dirais, mais s'il ne veut pas rénover un duplex ou pas créer de valeur, mais achète un condo, puis c'est correct, si les financiers sont là. Il va falloir qu'il l'achète pour garder long terme. 100%. Dans tous les cas, ça devrait être long terme. Exact. Mais l'autre gros dilemme aussi que j'entends souvent en ayant des discussions avec les gens, c'est que le condo que tu vas payer 300 000 va être 2015, on va dire. C'est assez récent. Puis si tu veux avoir quelque chose de pas trop plus cher dans du duplex, ça va être beaucoup plus vieux. Puis j'ai beaucoup de gens qui sont un peu frileux d'avoir un immeuble un peu plus vieux. Quand tu connais un peu plus la construction, tu comprends que c'est pas si pire que ça, puis qu'il y a des années ça a été super bien construit aussi. Mais reste que c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Mais oui, le duplex, je comprends tout ce que tu me dis en ce moment, mais l'immeuble a 30 ans de plus. Non, ils ne veulent pas s'embarquer dans peut-être refaire des drains français, puis des trucs de même. Ça leur fait peur, ils ne sont pas manuels. Mais chacun a leur profil, c'est notre job de vraiment leur guider, puis d'essayer de leur guider dans la bonne voie d'investissement. C'est pour ça que c'est important de parler de tes projets. Mais c'est super intéressant. Y avait-tu... Moi, j'avais juste avant là, pour qu'on donne un petit peu d'informations le fun à nos vendeurs. C'est peut-être un ou deux chaque, mais vous pouvez peut-être le faire vous-même. Mais je parlais de, mettons, 4-5 rénovations qui sont payantes pour les vendeurs avant de mettre sur le marché. Ils nous demandent tout le temps, je devrais-tu faire ci, ma cuisine, ma cour, etc. C'est quoi les rénovations ou les choses à faire pour préparer une maison avant qu'on mette sur le marché qui sont payantes? Qui vont voir le meilleur retour sur leur investissement. Qui peuvent récupérer. Puis les acheteurs... On avait fait des vidéos de ça une couple d'années, mais tout dépend de ton budget. Mais numéro un, mais pas numéro un, mais du curb appeal. C'est l'été, investir un peu dans la façade extérieure pour que tu aies une bonne première impression. Tu peux pas faire une bonne première impression 2 fois. Donc, ça, c'est une des choses. Si ta maison à l'intérieur, ça fait longtemps que tu n'as pas peinturé, je pense qu'un bon paint job, un petit refresh. Je pense que la peinture, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, qui coûte pas super cher, mais qui fait un gros facteur wow quand tu rentres, surtout avec si on fait un bon staging puis tout le reste, là, on maquille bien la maison. La peinture, c'est super important puis c'est pas si cher que ça. C'est pas comme la cuisine, c'est super important aussi. Puis
je pense que tu arrivé là aussi, mais que cuisine, salle de bain, c'est des gros points importants dans une maison, mais ça coûte plus cher. Oui. La peinture, c'est comme un petit plus. Là. Non, exact. Ça rapporte. Là. Ouais, mais moi je suis d'accord avec vous. Là, moi je pense que la peinture, c'est pas cher, ça aide énormément à maquiller, à première impression. Je veux dire, comme tu parles du curb appeal, les gens ils veulent que c'est chez eux, c'est émotionnel, alors ils cherchent leur maison de rêve et de vie. Alors, s'ils voient de l'extérieur que la photo est belle, la maison est belle, et ils rentrent, puis c'est bien peinturé, bien présenté, puis ça coûte pas cher, et puis c'est il y a des intéressant. petits hacks que tu peux faire. Tu n'es pas obligé d'investir, comme tu as dit, dans une nouvelle cuisine. Si tu es quelqu'un de manuel, puis tu es capable d'acheter le matériau puis le Go faire for toi-même, it, ouais. OK, sure. Tu vas le voir ton retour, mais si tu es à engager un contracteur puis tu veux juste mettre l'argent un mois avant de faire une mise en marché, on ne peut pas vous garantir que vous allez vraiment voir votre argent sur votre investissement, Ouais. le récupérer à 100%. Mais des petites choses comme qu'on a mentionné, si vous avez des vieilles luminaires, ce serait peut-être bien de les moderniser. Si vous avez des planchers, tes ampoules, si vous avez des Juste planchers, tes ampoules, même pas tes lumières. des planchers de bois franc, ça revient à mode, mais les planchers de bois franc, comme début 2000, fin 90, sont moins larges, mais sablez-les, puis les sabler puis les vernir, ça l'ajoute de la valeur. C'est des petites choses comme ça, changer les poignées de porte, les armoires, peut-être ajouter un backsplash dans la cuisine. Ça, c'est plein de petits exemples qui peuvent vous aider. Puis quand on s'assoit avec nos clients, on fait souvent la tournée, puis ils nous posent ces questions-là, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on leur met en contact avec notre stager, bien évidemment, mais par expérience, on peut leur donner des petits trucs comme ça pour leur aider à augmenter la valeur de leur propriété sans qu'ils sont obligés d'injecter plein d'argent dans leur propriété. Non, exact. Il y a un petit checklist qu'on passe au travers. C'est à eux de prendre la décision et de dire, OK, on a l'énergie, on a le temps d'investir l'argent dedans, mais oui, ça, c'est des petits hacks qu'on fait à nos clients. Si tu veux rénover ta maison de A à Z, tu peux le faire. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Non, Ah, tu peux tout changer c'est si une autre, tu veux. c'est une autre discussion, ça. Mais parfait, ça, good. Des petits trucs pas chers, là. Good. Ouais. Mais non, je pense que comme cette année, faut qu'on, comme n'importe quel business, il faut qu'on soit proactif avec nos clients. Et puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour les vendeurs, même pour les acheteurs. Il faut juste qu'on soit bien informé, qu'on analyse bien le marché. Ouais. Et puis, je pense qu'il va y avoir du bon roulement. On le ressent présentement. On est en mi-janvier. Donc, on a beaucoup de gens qui se préparent pour le printemps puis pour cet été. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le marché va moi aussi, amener. puis c'est ça. On est dans un marché où je crois qu'il va y avoir des opportunités autant pour les vendeurs Je reste que optimiste pour les tout le acheteurs. monde. Ouais. J'ai pas de préférence, mais il y a des années qu'on c'était clair que les vendeurs avaient le gros bout du bâton. Puis il y a d'autres années que c'était clair que les acheteurs avaient le plus gros bout du bâton, mais là, je pense que les deux vont en bénéficier de ce que je vois qui va venir cette année. Là. Mm-hmm. Ouais, mais je pense que il n'y en a pas un qui peut tirer la couverture de son bord, mais s'il le fait, ben ça va être au courtier de ramener ça dans le milieu. Notre travail, c'est de bien mitiger ça. Puis notre valeur est là. C'est de closer la deal en bout de ligne. Notre seule mission, c'est de vendre des maisons puis des immeubles. Alors, moi, je pense que ça va être une bonne année pour nos vendeurs et nos acheteurs, comme à chaque année. Et puis, on a bien hâte de voir comment que ça va se dérouler. Good. Donc, je pense que ça conclut le podcast. Si Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous envoyer un DM, nous écrire, puis on va sûrement continuer à faire des formats podcast de même. C'est toujours fun s'asseoir. Puis si jamais il y a des sujets que les gens pensent qui veulent qu'on parle de, là, soyez pas gênés, vous nous écrivez, puis que ce soit relié à on va l'immobilier. vous répondre 100%. Ben oui, c'est sûr. On va en faire un en anglais aussi là, pour nos amis anglophones. Puis, probablement faire de quoi pour le marché Ontario qui est juste à côté. Alors, on discutera de ça bientôt. Perfect.